Je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup, bonjour à tous. On pourrait s'expliquer sur la formulation réveil arabe, mais on a bien entendu ta remarque tout à l'heure. Alors avec Soria, nous menons depuis 2 ans à peu près des réflexions sur les formes de contestation dites ordinaires. C'est un peu une posture de recherche dans laquelle on cherche à mettre en visibilité les pratiques ordinaires de la contestation. Alors pas du tout pour les mystifier, mais plutôt pour non seulement les rendre visibles et puis les auditionner, c'est-à-dire essayer également de les confronter avec les formes institutionnalisées d'expression politique. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs terrains que nous travaillons en même temps dans une démarche d'observation participante, une première sur la souffrance sociale dans sa dimension politique en France, une seconde sur la Syrie, d'ailleurs on a fait un reportage ethnographique dans une cellule de l'armée libre à Azaz, et enfin le troisième au Maroc, à travers l'étude ethnographique qui est menée depuis 1 an dans un quartier de construction clandestine à côté de Casablanca. Et donc c'est sur le Maroc que nous souhaitons diriger cette communication. C'est-à-dire que dans le sillage des processus révolutionnaires dans le monde arabe, eh bien, il y a eu un mouvement politique au Maroc qui s'appelle le mouvement du 20 février, alors qui est composé en partie par les partis politiques d'opposition classique, traditionnelle, et une partie aussi de jeunes militants, de jeunes personnes qui n'étaient pas nécessairement hyper politisées auparavant, mais qui ont rejoint ce mouvement social. Alors mouvement qui a été un peu affaibli, qui a également, connu la participation du parti islamiste Bienfaisance et Justice, excusez-moi de ne pas le dire en arabe parce que mon accent est catastrophique, mouvement qui s'est globalement essoufflé, notamment au moment des changements de la Constitution par le roi du Maroc. Alors, ce que nous allons essayer de montrer, c'est que certes, ça n'a pas été un mouvement social de masse, mais nous allons chercher à montrer qu'il y a eu des répercussions importantes dans ce qu'on appellera donc une intensification de la contestation sociale, et en particulier de la contestation ordinaire. C'est-à-dire que l'année 2012, par exemple, a été marquée par une série d'émeutes et de révoltes qui ont éclaté à peu près partout dans le pays. La construction des quartiers clandestins que nous étudions fait partie de ces affranchissements de la part de certaines catégories de la population par rapport aux normes étatiques. Et donc nous allons présenter ici, faire un reportage, clairement un reportage ethnographique sur les habitants de ce quartier d'habitation clandestine, et on va essayer de mettre en lumière à la fois cette forme de contestation ordinaire avec celle des acteurs politiques classiques du 20 février. Notre but, et le reportage en fait si vous voulez ethnographique, est guidé par l'observation suivante: comment les individus finalement définissent une action de contestation, quelles en sont les modalités pratiques et la façon dont ces définitions vont se manifester publiquement. Nous apporterons à cette étude des formes ordinaires de contestation, une confrontation donc avec le mouvement du 20 février qui s'inscrit peut-être dans une tradition politique qui est un peu plus connue. Donc quel rapport au pouvoir entretenu par les acteurs, quelles sont les conceptions du politique qui sont sous-tendues par ces formes de contestation, et au final, en quoi ces mouvements ordinaires participent, et dans le sillage des processus révolutionnaires dans le monde arabe, à un processus de démocratisation qui est entendu ici comme un processus d'accroissement des droits subjectifs. Alors s'il est aisé en fait de rattacher le mouvement du fin février au printemps arabe ou au réveil arabe, il pourrait bien évidemment paraître beaucoup plus suspect de rattacher le phénomène de construction anarchique au processus révolutionnaire en cours dans le monde arabe depuis l'hiver 2011. Donc la question se pose, peut-on estimer que le phénomène des habitations clandestines est une conséquence du printemps arabe? Peut-on trouver une forme commune à toutes ces diversités de modes de contestation? En bref, le défi pour nous est de rattacher une forme de contestation non institutionnalisée, c'est-à-dire non rattachée à une forme classique de contestation, à une dynamique globale de démocratisation dans laquelle se trouve pris le monde arabe. Donc, si les manières de contester diffèrent, il nous semble important pour nous, néanmoins, de montrer quelques caractéristiques qui sont communes et que nous voulons définir comme étant une préfiguration d'une dynamique politique globale. La première caractéristique est l'ébranlement du sentiment de peur et le changement de rapport au pouvoir. La deuxième caractéristique, qui est la corollaire de la première, est pour nous la capacité à défier publiquement le pouvoir et à défier publiquement la légitimité du pouvoir. La troisième caractéristique se trouve pour nous dans une désillusion et un rejet généralisé envers le système politique en place. Et enfin, la dernière caractéristique commune que nous aimerons mettre en lumière, c'est le socle de valeurs politiques communes qui réside dans ce processus de démocratisation en cours. Donc l'ébranlement de sentiments de peur. L'une des choses qui a pu surprendre lors des événements du printemps arabe, c'est la capacité des citoyens à dépasser la peur qu'un régime oppressif peut instaurer. Nous avons tous souvenir de la foule manifestant malgré une répression qui parfois était féroce, et
particulier en Syrie. Cet ébranlement du sentiment de peur a été un point marquant qui a permis aux différents mouvements d'affirmer qu'ils s'engageaient dans une lutte publique à l'encontre du système institué. La question que se pose alors est de comprendre sur quelle base cet effondrement de la peur a pu se constituer. Ce qui caractérise la peur, à notre sens du moins, c'est l'acceptation du maintien dans une situation de servilité, dans le sens où le citoyen accepte de déléguer sa liberté politique à un pouvoir fort, unificateur et protecteur, censé protéger des conflits internes à la société. Tant que la peur est maintenue ou acceptée par les citoyens, ceux-ci ne jouent pas publiquement dans la sphère politique, celle-ci étant réservée à la classe politique institutionnelle. Dans un régime autoritaire, la peur maintient la vie politique dans la sphère cachée de la vie des citoyens. Alors non pas que la vie politique n'existe pas, mais celle-ci n'a pas vocation à s'exprimer publiquement sous peine de se voir durement réprimée. Ainsi, ne plus avoir peur signifie non pas que le citoyen acquiert une conscience politique jusqu'ici endormie, mais plutôt que celui-ci change de rapport au pouvoir, estimant désormais que ses revendications peuvent être exprimées publiquement et doivent être légitimement entendues par la classe dirigeante. Ce qui est marquant ici, c'est la volonté d'introduire la notion de responsabilité des dirigeants politiques. En effet, l'une des premières revendications du mouvement du 20 février a été d'insister sur le fait que bien que la monarchie n'étant pas remise en cause, l'irresponsabilité du monarque l'était, et que tout dirigeant devait pouvoir être tenu comme responsable de ses actes. Ce changement de rapport au pouvoir est constitutif, à notre sens encore, du processus démocratique, car il place les dirigeants politiques au service du peuple. Ainsi, nous pouvons dire que l'un des premiers signaux de l'instauration d'une dynamique démocratique est qu'elle place le pouvoir entre les mains du collectif, et ce au travers de l'usage de la catégorie « peuple ». Toutes les manifestations du 20 février étaient d'ailleurs soutenues par des slogans tels que « Isma' Sawt Shab » écoute la voix du peuple, ou encore, bien évidemment, par le fameux début de slogan qui a marqué tous les mouvements du printemps arabe « Ash-Sha'b yurid » le peuple veut. Ainsi, dire publiquement au pouvoir « nous n'avons plus peur » est une parole cinglante à l'égard du système qui envoie un signal clair au système politique habitué à régner seul. Désormais, il faudra compter avec nous. Si cet ébranlement de sentiments de peur s'est exprimé de manière structurée politiquement lors des actions du mouvement du 20 février, il s'est également retrouvé sous une forme émeutière et diffuse chez les habitants du quartier d'habitation clandestine, notamment celui qu'on étudie particulièrement. En effet, au début de l'effervescence de ces constructions, les autorités publiques, qui au départ ont laissé faire, ont, face à l'ampleur que prenaient ces constructions, décidé d'agir et de menacer de destruction toutes les nouvelles habitations. Alors que jusqu'ici, toute venue des autorités locales suscitait crainte et forte soumission publique, marquée notamment par le fait de la corruption, cette fois-ci, leur tentative de menace a débouché sur une émeute. Au mois de mars, les autorités locales ont décidé de faire un barrage sur la route en ne permettant pas aux camions acheminant le matériel de construction de monter au quartier. Suite à ce barrage, le cheikh, le mqaddam et le qaïd, qui sont des autorités locales au Maroc, sont intervenus dans le quartier en menaçant les habitants de détruire leurs constructions et en les sommant d'arrêter tout de suite. Alors qu'ils discutaient avec quelques nouveaux arrivants dans le haut du quartier, les jeunes le bruit a couru que les autorités locales étaient là pour détruire les maisons. Alors les jeunes et les hommes du quartier se sont tout d'un coup réunis et sont montés pour soutenir en fait ce qui allait devenir l'émeute, c'est-à-dire que une action violente a été menée contre les représentants de l'autorité publique qui ont été chassés du quartier à coups de pierre et d'insultes. Suite à cela, les rumeurs ont continué à courir, laissant entendre qu'une légion, lejna, je ne sais pas si c'est bien traduit, mais, allait intervenir pour détruire tout le quartier. Les habitants ont alors décidé de s'armer en prévoyant d'acheter des bidons d'essence et de menacer de tout brûler si les autorités intervenaient encore. Il nous a été raconté qu'une femme, mère célibataire de 3 enfants, nouvellement installée dans le quartier, et dont la maison n'est pas encore terminée, disait à ce moment-là que si les autorités intervenaient encore, elle avait 3 enfants, elle sacrifierait l'un des enfants en martyr de cette future révolution, on pourrait dire ça comme ça. D'autres affirmaient d'ailleurs que s'ils revenaient, ils disaient comme ça, si les autorités revenaient, soit ils nous tuent, soit on les tue. Suite à cet incident, les autorités locales, donc le cheikh et le mqaddam, revenaient dans le quartier avec prudence, en nous avouant, alors qu'ils déambulaient dans les rues lors d'une de leurs rondes,
Les rapports se sont inversés. Alors qu'ils avaient peur de nous, maintenant ils s'en foutent totalement de notre présence. Ils nous ont même attaqués. Regardez les traces de jets de pierre sur la voiture. On vient à peine de remplacer la vitre. Il n'y a plus de respect pour l'autorité. Les gens construisent, on leur demande leur carte d'identité. On les prévient que ce qu'ils font est illégal, mais sans même nous regarder, ils nous jettent leur carte et continuent à creuser la terre avec la pioche. Quand on leur délivre un papier de la commune, les sommant d'arrêter, ils le plient et le mettent dans leur poche et continuent les travaux. En rigolant, l'air un peu gêné, ils disent qu'après les incidents, ils ont mis du temps à retourner dans le quartier car ils avaient peur de se faire violenter. Mais aujourd'hui, les choses s'en sont calmées, ils sont simplement devenus transparents. Les gens ont compris que d'un côté, nous, on ne pouvait rien pour eux, ni les aider, ni les déloger, on est des simples agents, les ordres ne viennent pas de nous. De l'autre côté, donc du côté des habitants, les paroles fusent à l'encontre de tout représentant du Marzen, donc qui est l'État au Maroc, affirmant que désormais, il ne fallait plus les aider en leur donnant la corruption ou allant voter pour eux. Et là, on cite une vieille dame qui nous avait lancé comme ça dans un coup de gueule, en criant « Je le jure, je ne voterai plus jamais pour aucun de ces enculés ». Et pendant qu'elle disait ça, elle nous disait « Ramenez-nous la presse pour qu'on puisse leur montrer dans quelle situation on est délaissé ». Donc briser le silence, briser la barrière de la répression font partie des fonds émotionnels dans lesquels s'inscrivent plus profondément le changement de rapport au pouvoir induit par le processus de démocratisation. En rompant le sentiment de peur, l'individu inscrit sa citoyenneté, inversant le rapport de service entre le dirigeant et le citoyen, soumettant ainsi l'élite au pouvoir au principe de responsabilité. En somme, l'effondrement du sentiment de peur revient au moment où toute la légitimité de la structure du pouvoir est publiquement remise en question. Que ce soit à travers le mouvement du 20 février ou à travers les émeutes qui ont pu avoir lieu dans le quartier, nous assistons à un véritable retournement des rapports de force jusqu'ici établis par l'État. Alors la deuxième caractéristique, qui est la corollaire de la première, c'est la capacité à défier publiquement le pouvoir. Donc la corollaire de l'ébranlement du sentiment de peur est la volonté d'exprimer ses revendications sur la place publique et de porter atteinte publiquement à la légitimité du pouvoir. La stratégie du cachet cède place à celle du public. À ce moment, l'intérêt ne réside plus dans le fait d'éviter les coups au maximum, mais au contraire de défier le pouvoir dans son cœur même. Deux choses sont à noter. D'une part, le mouvement du 20 février s'est attaqué au symbole de légitimité du pouvoir, constitution, élection, allégeance au roi. Et d'autre part, les habitants de Derblota, donc du quartier, ont radicalement changé les pratiques jusqu'ici usitées pour l'habitant clandestin. En effet, contrairement à ce qui se passait jusqu'alors, en fait, avant, dans les phénomènes de construction anarchique, les constructions étaient faites plutôt de nuit, moyennant corruption avec les autorités locales. Depuis janvier 2012 et dans tout le Maroc, les constructions se font en plein jour à la vue de tous et les matériaux de construction sont acheminés par la grande route normale, enfin la grande route tout à fait normale, quoi, pas par des routes clandestines, et sont acheminés donc de manière tout à fait légale presque, en tout cas au quartier. Et donc cette pratique nous fait dire que tous faisaient comme si ils avaient le droit de construire. Tous faisaient en gros comme s'ils étaient dans leurs droits. Alors cette attitude qui pourrait passer inaperçue aux yeux de beaucoup d'observateurs mérite à notre sens une attention toute particulière. En effet, il nous semble que les acteurs se sont engagés ici dans une forme de lutte publique pour le droit à habiter. Il y avait dans cette manière de feindre le droit une stratégie tout à fait habile pour faire admettre la pratique et défier les autorités publiquement. Et quant au mouvement du 20 février, il faut noter aussi qu'il y a eu une attaque symbolique extrêmement forte qui a été menée lors de la Bay'a. Donc la Bay'a, c'est la cérémonie d'allégeance au roi. Le mouvement du 20 février a tenté d'organiser une manifestation à Rabat pour remettre en cause cette cérémonie d'allégeance. La manifestation n'a pas pu se tenir parce qu'il y a eu la répression. Néanmoins, ça a eu un écho incroyable dans tout le Maroc. Tout le Maroc parlait de, finalement, est-ce que la Bay'a est légitime ou pas? Ça en parlait dans les cafés, dans les taxis, dans la rue, partout. Et cette action a été reprise par les militants du 20 février à Paris, sur la place du Trocadéro, qui ont fait un espèce de théâtre parodie, en fait, en ridiculisant complètement cette action. Et ça a eu un très très fort écho dans la presse. Tout ça pour dire que cette petite anecdote montre que cette action, cette petite anecdote de défi de la Bay'a, somme toute petite en termes de nombre et de personnes mobilisées, a néanmoins eu un effet très fort et montre que l'offense publique, même symbolique, a un fort potentiel déstabilisateur pour le pouvoir en place. Ainsi, passer de l'action cachée ou dissimulée à l'action publique
revient à vouloir faire admettre et entendre dans l'espace public les voix dissidentes. Alors la troisième caractéristique, c'est la perte de confiance dans le politique. L'autre similitude que nous avons notée entre le discours des militants du mouvement du vin et celui des habitants de Dablota, c'est la défiance généralisée envers tout pouvoir institué. La perte de confiance est symptomatique d'une crise profonde du système politique et plus globalement de toutes les institutions. Alors rapidement, faire confiance ou avoir confiance en politique, bien évidemment, ne peut pas se comprendre sur le mode de la relation personnelle. Et ici, nous citons Albert Augien, qui explique que faire confiance donc, se réalise en politique, se réalise nécessairement sur le mode d'une relation impersonnelle et nécessite trois types de choses. Premièrement, la nature du jugement que les citoyens portent sur l'honnêteté et la compétence des détenteurs du pouvoir. Deuxièmement, la nature des rapports entre citoyens. Et troisièmement, la nature que les citoyens d'un État entretiennent aux décisions prises par l'autorité publique. Il faut conclure très rapidement. Donc, juste pour dire que ces trois types de relations de confiance sont remises en cause par les discours des militants et par aussi les discours de Dablota qui se décrivent tout le temps comme des oubliés et se décrivent un peu comme étant une chair de canon électorale. Rapidement pour décrire, ils expriment souvent dans leurs coups de gueule ou dans leurs expressions quotidiennes, par exemple, pour dire qu'une personne fait peur, il leur arrive de dire comme Chir devant la porte. Il était planté là comme Chir, dans Chir, l'autorité locale, comme Chir devant la porte. Ou alors de dire, et ça c'est un discours qui revient, c'est une expression qui est très usitée dans le quartier, pour imager comment les élus locaux se servent d'eux comme chair électorale, ils disent, ils se servent de nous comme une échelle, une fois arrivés en haut, ils nous balancent, ils balancent l'échelle. Alors, pour faire vite sur la dynamique politique commune, alors là, en fait, on n'a pas le temps, donc on ne va pas insister là-dessus. L'idée est de dire que les concepts politiques communs se fondent sur les questions de dignité, de liberté et de justice sociale, qui sont finalement qui sont un discours qui se retrouve derrière les revendications très concrètes qui sont demandées par les habitants du quartier. Derrière leurs revendications concrètes se cache en fait un fond émotionnel et une idéalisation du monde qui se rapproche finalement de toutes les revendications qui ont pu être portées tant par le mouvement du 20 février que par les mouvements sociaux dans le printemps arabe. Alors rapidement, les enjeux de lutte et les formes de contestation, en fait ici de manière plus pragmatique, il nous semble pertinent d'analyser de quelle manière les enjeux de lutte façonnent les stratégies de contestation. Jusqu'ici, nous avons essayé de faire rejoindre les deux formes de contestation dans une dynamique politique globale et dans un souci de mettre en évidence les effets de structure dans lesquels les groupes sociaux totalement différents interagissent et ont une influence réciproque les uns sur les autres. Bref, nous allons rapidement essayer de nous intéresser maintenant à voir comment chaque action prend forme dans un cadre de contestation. Autrement dit, essayer de comprendre comment et quelle différence de structuration il existe entre une contestation non institutionnalisée et celle portée par un mouvement politique. Alors nous nous permettons rapidement de partir d'une citation d'Edouard Saïd qui écrivait dans Humanisme et démocratie « L'existence d'individus ou de groupes à la recherche de justice sociale et de qualité économique ayant conscience, selon l'expression d'Amartya Sen, que la liberté doit ouvrir le droit à toute une gamme de choix permettant un développement culturel, politique, intellectuel et économique, cette existence mène ipso facto à une volonté de formulation plutôt que le silence. » Alors cette citation, elle nous permet de dire très rapidement, enfin de dresser un constat très rapide sur le fait que nous sommes ici en face de populations qui ont bien évidemment conscience de leur sentiment d'injustice et qui luttent du coup pour pour retrouver leur dignité et qualité économique. Alors rapidement, en fait, l'intérêt ici c'est de dire que les mouvements d'habitation informels comme le commerce sauvage, etc., font partie de ce que Assef Bayat appelle le Quiet Encroachment of Social Movement, c'est-à-dire un empiètement silencieux dans l'espace public qu'il décrit dans Life as Politique comme une action non collective qui se veut comme un prolongement d'actions directes d'individus ou de familles dispersées en vue d'obtenir des services de première nécessité, terre pour un logement, accès aux services publics de base, travail informel, etc. Ces actions, elles se caractérisent principalement par le silence, le caractère non explicitement assumé et l'illégalité.
Cette forme de mouvement se caractérise par la fluidité, l'adaptabilité et comme étant autoproductive, c'est-à-dire comme permettant le gain par des revendications concrètes, créant ainsi un cycle d'opportunités futures. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on empiète un peu sur l'espace public, parce qu'on arrive à vendre quelque chose à la sauvette ou parce qu'on arrive à construire une maison illégalement, ça construit comme ça un socle d'un cycle d'opportunités futures. Alors très rapidement, ce qu'on essaye de montrer ici, c'est qu'il faut comprendre que pour tous ces urbains marginalisés, c'est comme ça que SF Bayet les catégorise et il nous semble que c'est assez intéressant comme catégorisation, la modernité coûte cher. Et la modernité est pour eux en fait une forte agression contre laquelle ils sont en constante lutte, afin de pouvoir faire leur place dans un espace capitalistique qui marginalise de manière particulièrement radicale les populations les plus fragilisées. Or, les mouvements démocratiques institués sous la forme classique des mouvements sociaux tels qu'ils ont pu être caractérisés en Occident revendiquent cette modernité, et là ça rebondit aussi sur la question des mouvements islamistes. Revendique cette modernité. En effet, même si certains mouvements sont explicitement rattachés à une idéologie anticapitaliste, il n'en demeure pas moins qu'elle inscrit dans un processus de modernisation portant au cœur de ses formulations des principes de rationalisation et de progrès. Et l'idée ici est de dire que le type d'activisme qui est présent dans le social no movement est un type d'activisme qui remet en cause la modernité, tout simplement parce qu'il remet en cause les prérogatives fondamentales de l'État, incluant la notion d'ordre, de contrôle de l'espace public ou encore de propriété. En bref, il remet en cause la pertinence même du processus de modernisation. Voilà. Je dis juste l'intention de la conclusion, c'est-à-dire qu'on ne va pas conclure. Notre intention, c'était de revenir sur la question de la définition ordinaire du politique, donc plutôt sur une sociologie de l'ordinaire. Voilà, on ne le fait pas, mais c'était pour simplement dire qu'on s'inscrivait un peu dans cette perspective, comment remonter théoriquement ensuite sur la conception du politique. Et là, en travaillant à la marge sur des formes de... ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants, par exemple, de ce quartier-là, ne discutent absolument pas avec les militants du 20 février. Quoi. Donc c'est assez intéressant précisément de faire cette opposition-là et d'essayer de faire coïncider finalement la revendication institutionnalisée avec des revendications plus diffuses que nous venons d'évoquer. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.